Pas moins de 923 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Dans peu de temps, on atteindra le milliard. C'est le scandaleux paradoxe du monde agricole, car la plupart de ces personnes sont précisément des petits paysans, ceux-là même qui tentent de survivre en travaillant la terre. Aujourd'hui encore, nous traversons cette situation parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a plus de 70% de la population qui ne mange pas 2 plats par jour. Et donc, les gens ne mangent pas à leur faim. Et vous avez une situation exécrable. Malgré l'exode rural important, la plupart de ces 923 millions de personnes vivent en zone rurale. Et pourtant, l'Afrique peut se nourrir. Elle en est capable. Le problème, ce sont les obstacles à la production. Ils sont nombreux. Un peu partout, on constate que l'accès au marché pour écouler les productions est un parcours du combattant. On observe également l'absence d'une véritable politique agricole. L'agriculture n'est pas au centre des préoccupations. Elle a été trop souvent délaissée. Pendant longtemps, on a favorisé les importations de produits alimentaires à bas prix. On a aussi privilégié les cultures de rente au détriment des cultures vivrières. La culture de l'arachide est un bon exemple. Le résultat saute aux yeux. Les populations sont dans une dépendance alimentaire. Les petits producteurs se retrouvent sans moyens pour vivre. Pendant les années 1980, ces pays ont reçu le message suivant. On leur a dit de se spécialiser dans certaines cultures d'exportation, telles que le tabac, le cacao, le café, le thé, et qu'ils pourraient s'alimenter en achetant sur les marchés internationaux les denrées alimentaires qui sont nécessaires à nourrir leur population. De manière telle que beaucoup de pays, notamment d'Afrique subsaharienne, qui étaient des pays autosuffisants sur le plan alimentaire jusqu'au milieu des années 80, sont devenus des pays importateurs nets de denrées alimentaires, dépendants des marchés internationaux pour nourrir leur population. À l'échelle de la planète, on peut aussi dire que l'agriculture est mal partie. Disons qu'elle est en crise. Certaines politiques agricoles ont montré leurs limites. Au nord comme au sud, le monde paysan se mobilise. Des plateformes d'organisations paysannes européennes et africaines, ainsi que des organisations non gouvernementales se rejoignent. Ensemble, les représentants réclament le respect d'un droit, celui de la souveraineté alimentaire. Nous pensons que si on veut aider l'Afrique, si on veut que l'Afrique sorte de cette crise alimentaire, il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Une souveraineté alimentaire, c'est quoi de mon point de vue? Une souveraineté alimentaire, c'est de permettre à un peuple de définir une politique d'alimentation, c'est de permettre à un peuple de dire qu'est-ce que je veux produire, c'est de permettre à ce peuple de définir comment il va produire son alimentation. Et ça, c'est un droit qui est reconnu à tout le monde. Ensemble, les paysans revendiquent et font des propositions. Ils ne veulent pas être rayés de la carte, que ce soit en Belgique, en Pologne, en France ou au Niger et dans tout autre pays africain. Ils réclament le droit de pouvoir exister. Le droit de pouvoir vivre décemment de leur production. Pour eux, l'agriculture est bien malade. Les paysans sont étranglés et on assiste à une faim annoncée. On estime ainsi qu'au niveau européen, chaque minute, 2 paysans disparaissent. En Belgique, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. On est aujourd'hui en dessous des 3%. Ce mouvement est encore plus rapide en Pologne, un pays récemment entré au sein de l'Union européenne. Les nombreuses petites exploitations familiales sont menacées. Ici, dans cette famille, on vit exclusivement du travail de la terre et de l'élevage. Quelques cochons, quelques bovins, dont 3 vaches laitières. Les revenus permettent de vivre décemment. Voilà, une famille comme on en trouve des milliers. Comme on en trouvait, devrait-on dire, car en Pologne, grand pays agricole, ce genre de vie est condamné. Les disparitions ces dernières années se précisent et s'accélèrent. Tout se concentre dans les mains d'exploitations moyennes, voire gigantesques pour certaines d'entre elles. Les éleveurs profitent des aides européennes pour moderniser leur exploitation. La tendance est de toujours agrandir, mais les risques d'endettement sont bien réels. Dans ce pays de l'Europe de l'Est, 2 mondes se côtoient, mais plus pour longtemps. Le labour d'un champ avec un cheval, d'ici peu, ce sera du passé. À des milliers de kilomètres de là, au Sénégal, ce paysan se retrouve dans les mêmes conditions de travail et, étrangement, le monde paysan sénégalais est confronté à une réalité bien connue. Avant tout, produire suffisamment pour nourrir la famille. Évidemment, on ne peut pas se limiter à produire pour nourrir la famille. Il faut penser pouvoir faire des excédents pour bénéficier d'un certain revenu. Mais faudrait-il également que les prix
agricole ne soit pas en deçà des coûts de production. Et malheureusement, c'est ça la question aujourd'hui. Ce constat nous renvoie directement à ce que vivent en Belgique, notamment les producteurs de lait. Aujourd'hui, ils sont nombreux à produire à perte. Le prix du lait, qui avait finalement grimpé après 30 ans de stagnation, a chuté vertigineusement. Il tourne aux alentours de 22 cents au litre. Ce prix ne permet pas de couvrir les frais de production d'une exploitation de petite ou de moyenne taille. Il faudrait pour cela obtenir au moins 35 à 37 cents au litre. On constate que dans les fermes, aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs ont du mal à faire face à toutes leurs échéances. On constate que les factures sont en train de s'accumuler sur les bureaux, que les encours sont en train d'augmenter chez les fournisseurs d'intrants. Et cela avec des taux d'intérêt qui sont aussi ce qu'ils sont parce que les gens ne savent pas, les fournisseurs ne savent pas vraiment faire autrement. Et donc, l'agriculteur est doublement pénalisé de ce fait-là. Les agriculteurs sont inquiets et dépités. Beaucoup se posent des questions sur leur métier. Il est très dur aujourd'hui puisque, comme dans tous les autres secteurs, il n'y a pas que l'agriculture, il y a une augmentation du coût énergétique et donc tout ce qui en découle. Et le coût des productions a flambé, alors que nous, on n'a aucune maîtrise de coût de vente de nos produits. Dès lors, aujourd'hui, justement, ça stagne, voire une régression des prix. Ben, faites la balance entre les deux. Pour mettre les deux bouts ensemble, ça devient impossible. Les agriculteurs belges, wallons sont soumis aussi aux lois ultra-libérales qui sont en train de tuer l'agriculture au nord comme au sud. Donc il est important d'être solidaire, que ce soit les paysans qui soient ici en Belgique, en Wallonie, mais également les paysans du Mali, du Burkina, qu'on soit solidaire face aux politiques néolibérales. Décidément, l'agriculture se porte mal. L'agriculture industrielle peut nourrir la planète, c'est du moins ce que l'on peut entendre. L'agro-industrie serait la seule solution réaliste pour subvenir aux besoins alimentaires d'une population en croissance constante. Mais à quel prix ? Car cette agriculture-là pose des questions en matière de protection de l'environnement. L'utilisation des engrais et des pesticides constitue une menace bien réelle. Le recours aux OGM inquiète et des pays comme le Burkina Faso se sont clairement positionnés en faveur de leur utilisation, notamment au niveau du coton. Le coton génétiquement modifié serait la solution pour réduire les coûts de production. Les producteurs utilisent ainsi moins d'intrants qui sont de plus en plus coûteux. Au Burkina Faso, à la Fédération nationale des cotonniers, on se dit aussi que c'est une solution pour lutter contre la concurrence et le dumping américain. L'agriculture industrielle n'est pas non plus une source d'emploi extensible. Elle condamne les gens à disparaître. Or, dans la plupart des pays du Sud, et c'est particulièrement vrai en Afrique, 60 à 80% de la population vit de l'agriculture. Certains prôneraient plutôt une libéralisation de l'agriculture et favoriser des grandes exploitations qui seraient supposées pouvoir nourrir le monde. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en termes d'emploi, 45% de la population mondiale vit de l'agriculture et travaille dans des structures familiales. Or, personne, y compris parmi les plus ultralibéraux, personne n'a trouvé de solution pour quelle alternative à l'emploi pour ceux qui travaillent dans l'agriculture familiale. Mais si l'agriculture familiale ne nourrit plus le paysan, que va-t-il devenir ? La réponse résonne lourdement et tragiquement. Elle se nomme exode rural et pour certains, exode tout court. Un départ quand on a tout essayé, quand on a épuisé toutes les stratégies pour s'en sortir. Et là, c'est des stratégies internes des exploitations qui ont essayé de se débrouiller, il faut le dire. Et maintenant, comme la débrouille ne marche pas, ne permet pas de se nourrir, mais aussi de régler ces problèmes, notamment les problèmes de scolarité, les problèmes de santé pour ces populations pendant l'année. La meilleure stratégie, c'est de répondre aux appels, aux sirènes de la ville, comme on le dit. Et ils sont partis en ville. Malheureusement, la ville ne peut pas accueillir tout le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que, parallèlement à ça, nous n'avons pas un tissu industriel très développé. Ce que nous avons, c'est l'informel, qui est très dominant. Donc là, les stratégies sont très limitées. Et l'autre stratégie que les gens sont trouvés, c'est de sortir du pays, donc d'émigrer. Malheureusement aussi, là, les portes sont fermées. Et ce discours, nous l'aurons entendu partout en Afrique, au Sénégal, au Cameroun, au Niger.
Les représentants du monde paysan et de la société civile tirent aujourd'hui tous la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait pour aider le monde paysan, l'exode vers les villes de la région et ensuite vers l'Europe, cet exode sera inexorable. Je pense à tous ces jeunes à la recherche d'un monde meilleur, qui ont défié le désert et y ont laissé leur vie. Ils sont morts de soif, de faim, seuls face à leur destin. La conjoncture internationale actuelle, la crise financière actuelle, la crise économique actuelle, si elle devait continuer à s'aggraver, et ça risque de créer des problèmes assez importants, aussi bien dans nos pays que dans les pays riches. Parce que les gens, ils ne vont pas se laisser, j'allais dire, traquer par la misère, mais ils seront obligés de courir pour aller voir là où, même si c'est dans les poubelles, qu'ils vont chercher de quoi manger, ils vont aller là-bas. Et donc, dans cette logique de politique d'anti-immigration, ou immigration que les gens sont en train de développer, il faut bien qu'ils sachent que si on veut lutter contre l'immigration clandestine et autres, il faut absolument que les pays riches acceptent d'aider les pays, comment on appelle ça, les pays du Sud ou les pays pauvres à être dans la position d'occuper leurs jeunes et de leur trouver à manger. Mais tant qu'ils ne peuvent pas trouver à manger et ils ne sont pas occupés, ma foi, ça sera un challenge difficile à être gagné. Les gens vont continuer à mourir, c'est vrai, dans les pirogues entre Dakar et comment on appelle ça, et l'Espagne, mais ils ne vont pas arrêter. Au Sénégal, depuis ce petit port de pêche à quelques kilomètres à peine de la capitale, Dakar, des centaines de barques ont pris le large, avec à leur bord beaucoup de jeunes, autant de candidats au départ coûte que coûte, pour reprendre une expression locale. C'est un ultime acte de survie pour rejoindre l'Espagne et l'Eldorado européen, un mirage qui crée des drames humains. Beaucoup de passagers ont péri. Nombreux sont ceux qui sont arrêtés, renvoyés au pays pour ensuite de nouveau tenter la chance. La fin justifie les moyens, mais nous verrons que les organisations paysannes ont d'autres armes, celles du plaidoyer par exemple. Elles veulent que l'agriculture soit de nouveau au cœur des politiques agricoles. Pour ces organisations, l'agriculture familiale est productive et peut nourrir le monde. Mais pour comprendre la situation des paysans, on doit évoquer aussi la crise alimentaire, ou plutôt cette hausse fulgurante des prix qui n'a épargné aucun continent. Elle sévissait déjà dans les campagnes, mais les producteurs souffraient en silence, loin du brouhaha de la ville. Et puis, dès 2007, cette crise s'est exprimée par une flambée spectaculaire des prix des denrées alimentaires, avec, dans plusieurs pays, des manifestations de colère des consommateurs. Si le prix du kilo de riz augmente en une fois de 50%, c'est la catastrophe pour de nombreuses familles, car en Afrique, une grande partie du budget familial est consacrée aux dépenses alimentaires. Quand il y a eu la hausse des prix, c'est des hausses très élevées qui peuvent atteindre des fois jusqu'à 30-40%. Étant déjà des revenus sont assez rares, les consommateurs dépendants de cette denrée, il y a eu
énormément de problèmes. Donc les gens n'ont plus la capacité d'achat pour se payer cette nourriture. Aujourd'hui encore, les temps sont très durs. La vie est chère. Nous sommes à Niamey, la capitale du Niger. On la surnomme la perle du Sahel. Sur le marché, nous suivons cette mère de famille. Après quelques achats de denrées de base, on a vite compris la situation. Tout ce qu'on achète aujourd'hui, tout est augmenté. Tout est augmenté. Avant, on achète ça à 300, ça aussi 300. Mais quand tu fais l'augmentation des prix, ça coûte 500. Ça aussi coûte 450. Avant, si tu as 500, tout va te suffire. Mais maintenant, il faut que tu gagnes au moins 1000 francs pour faire tes besoins. Nous aussi, nous sommes trop en problème à cause de la crise de l'alimentation. Confrontée à la cherté de la vie, cette mère de famille n'a pas le choix. Aujourd'hui, il te faut diminuer la quantité. On diminue la quantité maintenant, que tout est cher. Donc on mange moins. On mange moins. Il faut la nourriture d'avant, que tu manges une fois, 2 fois. Maintenant, il faut que tu manges une seule fois. Et pas juste quand tu as fait ceux d'avant. Il y a la hausse des produits alimentaires, mais il ne faut pas non plus oublier la hausse des produits énergétiques. Se déplacer coûte cher, de plus en plus cher. La crise alimentaire, elle trouve ses racines dans les années 80, au moment où éclate une autre crise, celle de la dette des pays du Sud. Les grandes institutions internationales, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, imposent alors aux États du Sud des mesures draconiennes pour alléger les dépenses. C'est le temps de l'austérité budgétaire, avec en corollaire son chapelet de mesures d'ajustement structurel. Autrement dit, les gouvernements du Sud doivent rogner sur les dépenses publiques. Autre effet, et pas des moindres, on encourage l'ouverture des frontières aux importations. C'est le laisser-faire au niveau agricole. Les États du Sud se détournent de leur propre agriculture, celle qui pouvait nourrir la population. Les cultures vivrières sont alors boudées au profit de la monoculture de rente. L'arachide au Sénégal, le coton au Burkina Faso ou encore le cacao en Côte d'Ivoire. Ces cultures doivent rapporter des devises au pays, mais cela n'a qu'un temps, car le cours de ces produits sur le marché international a chuté au fil des ans. La concurrence des autres pays du monde a été impitoyable. Il n'empêche qu'une classe d'entrepreneurs locaux, des hommes politiques et des propriétaires terriens se sont largement enrichis. Pour alimenter les populations, les États ont largement ouvert le robinet des importations. Aujourd'hui, on mesure les conséquences désastreuses de cette folle politique. Le petit paysanat a été laminé. Sans aucune aide, le paysan a été le laissé pour compte. C'est bien beau d'imposer le café et le coton, mais quand nous avons faim, c'est pas ce que nous mangeons. Ils nous assomment à coups de dettes et s'étonnent qu'on ait mal à la tête. Même quand on a un président démocrate qui veut sortir son peuple de la misère, il se heurte à la politique des technocrates qui décident de ce qui est prioritaire. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. Le régime commercial actuel est profondément inéquitable pour les pays en développement. Et notamment en matière d'agriculture, c'est vrai qu'il y a des distorsions tout à fait importantes dans le régime actuel, qui sont des obstacles à ce qu'ils accèdent au marché des pays industrialisés, qui sont une sorte de concurrence déloyale qui leur est faite à travers les subventions que nous versons à nos producteurs et aux subsides à l'exportation dont ils bénéficient. Et pourtant, soyons très clairs, ce n'est pas en éliminant ces distorsions que les choses vont aller mieux. Et la raison en est que le commerce international est fondé sur l'idée d'une division internationale du travail, dans laquelle chaque pays doit se spécialiser dans ce en quoi il a un avantage comparatif, mais que la conséquence concrète, c'est que certains pays vont se spécialiser dans la production de matières premières, notamment agricoles, souvent d'ailleurs des matières premières qui ne sont pas des aliments, coton, café, thé, cacao par exemple, et d'autres pays vont se spécialiser en industrie, en services. C'est le cas des pays de l'OCDE. Et dans cette division du travail, si vous voulez, il y a pour les pays en développement un véritable obstacle à leur développement parce qu'ils se spécialisent dans un domaine où les rendements sont décroissants. C'est-à-dire que pour chaque tonne de maïs ou de blé
qu'ils doivent produire en plus, cela coûte plus cher en engrais, en pesticides à produire. Alors que pour le 200 millième ordinateur qui est produit par Microsoft, le coût marginal du 200 millième ordinateur est très faible, ce sont des rendements croissants. Et quand vous avez des pays qui sont spécialisés dans une production où les rendements sont croissants, ils gagnent à l'échange international. Quand les pays sont spécialisés dans des matières où les rendements sont décroissants, eh bien, ils perdent. De manière telle que, comme le disait Galiano, la division internationale du travail, c'est un système dans lequel les uns se spécialisent à gagner et les autres se spécialisent à perdre. Et je pense que c'est profondément problématique que de sacrifier l'avenir des pays en développement à un régime commercial international qui leur interdit véritablement de se diversifier. Le petit producteur s'est retrouvé complètement démuni pour lutter contre les importations en tout genre. Plus pernicieux encore, les comportements alimentaires ont été modifiés. Les produits importés sont préférés aux produits locaux. Les exemples sont alarmants. Le Sénégal n'arrive pas à produire la moitié de ses besoins en céréales. Il doit importer pas moins de 600 000 tonnes de riz par an. Autre exemple, au Cameroun, l'importation de poulets congelés en 2006 a complètement asphyxié la filière volaille, pourtant très importante dans ce pays. Les fondements de la crise alimentaire sont là. L'agriculture vivrière a été outrageusement négligée. Un autre facteur intervient, c'est la spéculation sur des produits agricoles. C'est du jamais vu. La spéculation sur des denrées agricoles et essayer en plus de se faire du profit sur la pauvreté et même la mort de certaines gens, puisque y a des gens qui meurent tous les jours de faim, c'est quand même assez scandaleux éthiquement. C'est quand même assez scandaleux. Le détournement de la production céréalière pour la filière des agrocarburants est également pointé du doigt par les spécialistes de la crise alimentaire. L'amélioration du niveau de vie dans les pays émergents a joué aussi un rôle indéniable. Le pouvoir d'achat a augmenté dans ces pays comme la Chine et les consommations alimentaires en viande et en produits laitiers se sont fortement accrues. Ajoutons à ce tableau des causes les conditions climatiques, mais également le changement climatique. La crise alimentaire a déstabilisé plus d'un gouvernement du Sud, mais cette crise a aussi attiré l'attention sur l'agriculture et les politiques agricoles. La sacro-sainte Banque mondiale, à la lueur de la crise alimentaire, avoue aujourd'hui qu'il est urgent d'investir dans l'agriculture. Pour les responsables de nombreuses ONG, c'est une évidence. Un exemple frappant concerne par exemple un pays comme le Burundi. 90% de la population rurale, 2% du budget de l'État burundais consacré à l'agriculture. À la limite, c'est presque de la non-assistance à personne en danger, oserais-je dire. La crise alimentaire a deux conséquences qui, paradoxalement, sont bénéfiques. La première, c'est de remettre l'agriculture au cœur des préoccupations des politiques internationales. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Ça a été délaissé pendant des décennies. La deuxième chose, c'est de se dire que peut-être qu'un marché purement géré par les forces invisibles des entreprises n'arriveront pas à réguler et à permettre de nourrir le monde, et qui a besoin de régulation, qui a besoin de politique, qui a besoin de stock, de soutien, d'aide et surtout un droit à la protection des marchés pour chacun des pays. Il faut donc redonner une place centrale à l'agriculture familiale. Pour les organisations paysannes, au nord comme au sud, c'est une priorité. C'est la solution de demain. Les meilleures stratégies actuellement, c'est de réfléchir sur comment développer l'agriculture. On revient à la case de départ. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement développer notre agriculture. Si on ne le fait pas, on n'a pas d'horizon très clair. Ce discours est également partagé par des ONG comme entre autres SOS Faim ou le CFSI, qui forment le collectif alimentaire. Alors maintenant, investir dans l'agriculture, c'est bien, mais ce qu'on défend nous en plus, c'est un certain type d'agriculture. On ne veut pas que demain, il n'y ait plus que 3 grands propriétaires terriens au Burkina Faso, pour caricaturer, qui emploient des gens, des hommes, des femmes, des enfants, qui les exploitent pour se consacrer exclusivement à une filière spéculative d'exportation rentable selon les prix du marché en vigueur. Parce qu'on sait que le marché est très fluctuant et que 2 années plus tard, eh bien, on passera peut-être à autre chose. Non, on veut revenir à l'appui à l'exploitation familiale elle-même. L'exploitation familiale qui est composée d'hommes et de femmes qui ont des valeurs, qui croient
ont leurs projets, qui sont attachés à leur terre, qui sont attachés à ce qu'ils mangent. Et c'est ce type d'agriculture que nous appuyons directement, nous SOS Femmes et comme d'autres ONG européennes. Pour les organisations paysannes, l'enjeu est primordial. Elles veulent toutes faire respecter le droit de la souveraineté alimentaire. Tout le monde aujourd'hui va vers cette souveraineté alimentaire qui nous est chère. Bon, la souveraineté alimentaire n'est autre que promouvoir en fait cette agriculture qui permet de nourrir la population, mais qui prend en compte aussi les aspects socio-culturels. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'agriculture des aspects socio-culturels. Quand moi je viens ici, il y a des choses que je peux manger, il y a des choses que ma culture ne me permet pas de manger. Donc si on ne dissocie pas ça, alors tu vois, ça a des répercussions. Alors, et quand on ne prend pas en compte tous ces aspects-là dans l'élaboration des politiques, c'est clair que là aussi, il va y avoir des entorses. Et quand le politique n'accompagne pas la réalité, il va toujours avoir des discordes au niveau de la mise en œuvre des différentes politiques qui sont menées par les différents gouvernements. Il y a une prise de position politique des mouvements africains qui vient de la base et qui veut directement faire changer les politiques au niveau national et régional. Et donc, une des idées qu'on défend au niveau de Via Campesina, donc le mouvement paysan mondial, c'est d'aller vers la souveraineté alimentaire. Et comment mettre en œuvre cette souveraineté alimentaire? C'est par mettre sur pied des politiques agricoles avec les citoyens, avec les politiques locales et surtout avec les organisations paysannes et les consommateurs. Ce qui permet comme ça de rediriger des politiques agricoles pour redéfendre une agriculture locale en Afrique, mais également aussi dans les pays du Nord. La souveraineté alimentaire, c'est un droit. Les États doivent en disposer. Ils doivent en toute indépendance pouvoir définir démocratiquement les politiques agricoles qu'ils jugent bonnes pour leur population et leurs producteurs. Derrière ce concept, on trouve la plateforme Via Campesina. Elle regroupe des organisations paysannes du monde entier. C'est indéniablement devenu un interlocuteur de poids. Le droit à la souveraineté alimentaire, c'est une réponse directe à la crise alimentaire. La souveraineté alimentaire, avec la définition qui a été faite par la Via Campesina, prend en compte toutes nos préoccupations. Comment un État doit mettre en œuvre des politiques agricoles élaborées à son niveau et les mettre en œuvre. Comment un peuple doit pouvoir produire en quantité et en qualité suffisante pour nourrir ses populations. Voilà, et c'est autour de cette thématique que nous sommes en train de construire un argumentaire pour que, au lieu d'aller d'abord à un marché à des libres-échanges, l'Afrique a des priorités. Comment arriver à nourrir convenablement ces populations sans être dépendant de l'importation? Même si nous sommes dans un contexte de mondialisation, nous avons ces priorités-là, nous voulons d'abord construire la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire doit prendre en compte beaucoup de choses. L'organisation de nos marchés régionaux pour les produits agricoles. Il y a cela qu'on prend en compte. Comment produire en quantité et en qualité au niveau de l'Afrique subsaharienne pour pouvoir nourrir nos populations. Les paysans doivent donc pouvoir vivre de leur travail. Le respect du droit de la souveraineté alimentaire exige une refonte de la politique agricole, car de son application découle aussi une meilleure répartition des terres, un renforcement des exploitations vivrières, mais également une utilisation de semences locales plus adéquates. Bref, la souveraineté alimentaire comporte une dimension à la fois sociale, économique et environnementale. La souveraineté alimentaire redonne aussi une place de choix à l'acteur de terrain qu'est l'agriculteur. Cela nous ramène en Belgique. Durant ces 30 dernières années, l'agriculture s'est dépossédée de ses propres producteurs. Prenons pour exemple le secteur laitier. De nombreuses laiteries sont devenues des entreprises dont le contrôle a échappé aux producteurs laitiers. C'est le constat d'un ancien haut responsable de la Fédération wallonne des agriculteurs. C'est que les agriculteurs ont été des très bons élèves pour produire. Et nous les Belges encore mieux que les autres. Que ce soit en bovin, que ce soit en céréales, que ce soit en sucre, ou peu importe, on a toujours été des gens à la pointe de la technique et du système, on est performant. Et à côté de ça, on n'a jamais regardé comment est-ce qu'on pouvait commercialiser le produit. Nous, on s'est détaché, on a laissé le pouvoir aux autres. Et aujourd'hui, on en est puni. On fait un très bon produit, mais qu'on ne nous paye pas. Ça, c'est le... Voilà. Pour illustrer ce constat plutôt amer, nous nous sommes rendus au Luxembourg. Petite visite chez Luxley, une coopérative agricole qui rayonne de vitalité.
La société termine pour l'instant la construction d'une toute nouvelle laiterie, certainement la plus moderne d'Europe. Luxlait regroupe quelques 500 producteurs de lait de la région. Toute la stratégie de l'entreprise repose sur la valorisation des produits locaux sortis tout droit des fermes de ses membres. Luxlait a également diversifié son offre. Il existe actuellement pas moins de 240 références. La gamme des produits est donc très large. Luxlait est une association agricole et elle appartient aux cultivateurs. Et notre but, notre objectif en tant que direction, c'est de valoriser au maximum le prix du lait payé aux cultivateurs par après. C'est-à-dire notre stratégie, c'est d'avoir maintenant d'être actif pas seulement dans les marchés européens, c'est-à-dire dans les marchés de produits industriels, mais plutôt de valoriser au maximum le lait dans des produits comme yaourt, comme fromage ou comme soit des desserts, pour pouvoir acquérir, disons, recevoir un prix très élevé. C'est tout profit pour l'éleveur. Tous les coopérateurs que nous avons rencontrés sont d'ailleurs très fiers. Luxlait, c'est leur société à laquelle ils peuvent pleinement s'identifier. Mon lait va à la Luxlait. La viande, ce que je produis pour le marchand, c'est pour le cactus. Ça veut dire que ce sont des chemins très courts, ce qui est quand même pour moi très important pour avoir pas trop de coûts avec toutes les prises qu'on a pour l'instant. De plus, au Luxembourg, une grande chaîne de distribution valorise elle aussi les produits locaux laitiers et autres. La boucle est ainsi bouclée, on produit principalement pour le marché local et on s'alimente surtout de produits locaux. On produit local et on mange local, mais cela n'exclut pas évidemment les échanges. Depuis sa ferme, cet agriculteur n'en pense pas moins, surtout quand il songe au rôle que pourrait jouer l'Europe. Est-ce que l'Europe ne doit pas revenir à ses premiers amours, je vais dire redonner les besoins de consommation à sa population? Et de deux, est-ce qu'on ne doit pas revenir à avoir vraiment une nourriture de terroir, de chez nous, plutôt que d'essayer, avec le coût de transport énergétique qui est dans le monde, aller chercher autre part, appauvrir des autres peuples? Est-ce que chacun ne devrait pas produire, chacun à ses moyens, bien sûr, et redistribuer les superflus? Ça, c'est un défi de demain. Produire local et manger local, c'est aussi le credo de nombreuses associations. En Belgique, la FUGEA, la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs, en fait partie. Face à l'industrie agroalimentaire, encouragée par les politiques de l'Union européenne, la FUGEA veut plutôt valoriser l'agriculture paysanne, autrement dit, une agriculture plus humaine, une agriculture qui assure aux paysans un revenu rémunérateur et qui propose une alimentation saine sans mettre en danger l'environnement. Donc nous, on voit les choses d'une façon globale et on essaie en tout cas de diriger les politiques vers une agriculture paysanne qui tient compte de ces différents aspects et également des aspects sud. Donc il est important aujourd'hui de donner des aides de la PAC, politique agricole commune, pour essayer d'aider les agriculteurs vers une désintensification de l'agriculture et en même temps éviter de noyer les paysans du Sud avec nos excédents. Donc on est vraiment pour une globalisation, mais une globalisation alternative. À Libramont, lors de la plus grande foire agricole de Belgique, les associations comme la FUGEA ou l'ONG SOS Faim sont bien évidemment présentes. C'est un bon moment pour faire passer dans le monde agricole quelques idées. Nous, on est pour une régulation des marchés, voir les quantités, les prix qui sont payés et arrêtons de faire venir des productions qui ne sont pas du tout dans les mêmes normes sociales, environnementales venant du Sud pour inonder nos marchés. Et aussi, dans le même sens, arrêtons d'envoyer du lait en poudre fait chez nous avec des subsides et qui sont envoyés dans les pays du Sud qui ne peuvent pas produire au même prix. Donc c'est vraiment un travail nord-sud qui doit être aujourd'hui entrepris et l'OMC n'est pas du tout dans cette logique-là. L'OMC est dans une logique de produire à bas prix pour l'agroalimentaire. Mama gorela to folklore, so ale, so
Autre ambiance de foire ici, au Niger. Dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, les organisations paysannes souhaitent elles aussi valoriser leur propre production. Sur cette foire agricole à Niamey, les producteurs montraient ainsi avec une certaine fierté leurs produits. Voilà, des paysans qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour produire. Celui-ci, depuis 2 ans, a rejoint un projet qui valorise les céréales locales et la culture du riz. Il s'est d'ailleurs lancé dans cette production, à ses yeux, très prometteuse. Le riz local est pourtant sérieusement concurrencé par le riz importé, que l'on trouve en quantité sur les marchés. La consommation de riz thaïlandais ou venant d'un autre pays asiatique est bien ancrée dans les habitudes. Les gens préfèrent le riz importé parce que le riz importé, il est facile à travailler. Dès que tu l'achètes, il n'y a pas beaucoup de saleté. Directement, tu peux le laver et le mettre dans la marmite. Alors que le riz local, il faut beaucoup le travailler afin de le préparer. Voilà pour le riz, mais on peut prendre également un autre exemple, celui de la filière laitière. Dans un pays qui possède un imposant cheptel, on consomme traditionnellement du lait. Ce petit enfant, avant d'aller à l'école, s'est levé très tôt pour traire et ensuite aller vendre le lait de client en client. Le prix de la bouteille, c'est plus ou moins 200 francs CFA, plus ou moins 30 cents. Il peut ainsi écouler par jour 1 ou 2 bidons de 4 litres. Mais dans les commerces, on ne vend pas du lait local. Celui qui a la cote, c'est le lait en poudre. Du lait importé qui se retrouve être moins cher sur le marché par rapport au lait produit localement. Donc avec le niveau de vie de nos populations, ils ne peuvent qu'acheter le lait importé. Donc vraiment, les produits importés sont en train vraiment d'étouffer nos produits locaux. En poussant la porte de ce magasin, fourni en produits d'origine française, nous allons directement au rayon laiterie, visiblement que du lait importé. Mais, aux surprises, on trouvera également quelques produits locaux, certes hors de prix, mais leur présence indique l'existence de laiteries. Nous allons ainsi chez Solani, une des laiteries de Niamey. Nous produisons une vingtaine de litres, 20 000 litres environ par jour, c'est la tendance actuelle. En ce qui concerne la diversité des gammes de produits, ça passe par le lait caillé qui a toujours été le lait traditionnel, n'est-ce pas, depuis, et en évoluant maintenant de plus en plus vers les yaourts. Suivant les arômes, fraises, bananes, vanille, orange, etc., etc. Dans cette laiterie, comme d'ailleurs dans les autres de Niamey, on utilise près de 60% de lait en poudre. La production locale de lait est encore insuffisante. Alors quand on voit que ce pays est contraint d'importer de la poudre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ça le véritable paradoxe. Et alors à tout cela, le problème fondamental qui se pose, c'est surtout sa collecte. Quand on voit un cheptel important, comment faire pour collecter tout ce lait? Où est-ce qu'il va ce lait? Pourquoi ce lait ne suffit pas? Donc il y a quand même des problèmes stratégiques de collecte, de conservation et ainsi de suite dans la chaîne, qui doit permettre justement de mettre à la disposition des unités laitières comme les nôtres des quantités suffisantes pour permettre de réduire, sinon à long terme, faire disparaître notre importation en matière de poudre, parce que c'est quand même des devises très importantes, n'est-ce pas, qui vont vers l'étranger. La crise alimentaire qui a frappé durement le Niger a également réveillé les consciences. Quand les prix du lait en poudre ont flambé, il y a eu tout d'un coup un intérêt pour les productions locales. Il y a quelques années, quand je allais voir les laiteries pour leur dire « venez travailler avec les producteurs locaux », ils nous disent « non, non, on n'a pas besoin parce que la poudre de lait est là ». Mais aujourd'hui, ils sentent que dépendre de la poudre de lait les rend vulnérables. Nous avons les laiteries qui sont obligées de vendre du lait, de l'eau, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la matière première qui est le lait en poudre en quantité suffisante et à des prix abordables qui leur permettent de se retrouver dans leur rentabilité. Ils sont obligés de faire de l'eau, des boissons gazeuses. Donc, c'est dire qu'ils sont obligés maintenant d'aller vers le lait local qui est plus compétitif et qui est à portée de main. Aujourd'hui, au Niger, on se montre d'ailleurs très optimiste. Le lait local du Niger a un très grand avenir.
Vous avez dû le savoir, c'est pratiquement le 3e produit en alimentation, après donc les céréales et la viande. Donc on est vraiment des grands consommateurs de lait. Une telle assurance s'explique. L'État a décidé de relancer notamment cette grande ferme laissée pendant longtemps à l'abandon. Dans les années 80, elle fournissait 4000 litres de lait. L'objectif est d'abord de produire le lait, avoir une autosuffisance en lait. Parce que le Niger commande suffisamment du lait à l'extérieur, le lait en poudre. Alors que les possibilités existent. Nous avons 30 000 têtes d'animaux, 30 000 têtes de bétail au Niger. Et parmi elles, en tout cas les zébus azawak représentent une grande proportion. Alors il suffit de l'améliorer, de l'aider à produire, à mettre en dehors ses capacités productives. C'est d'abord de produire le lait. Parce que pour la transformation, il y a les jeunes qui sont ici sur place. On a 4 à 5 jeunes qui font la transformation du lait. Pour l'État nigérien, la volonté est affichée. On veut réduire les importations qui coûtent très cher. Par rapport au lait, nous importons plus de 12 milliards de lait, 12 milliards de francs CFA de lait par an. Alors 12 milliards, si nous les utilisons dans notre élevage, nous allons arriver à des années où nous risquons d'apporter peut-être la moitié ou le quart de cela. Alors c'est ça, il faut qu'on prenne conscience, à mon avis, pour valoriser nos animaux. Nous avons au moins 9 millions de bovins dans ce pays. Et même si nous importons le lait, il devrait être d'une quantité minime. Mais là, le problème, c'est que la population est habituée à consommer le lait en poudre, le lait importé ou le lait concentré, sucré ou non sucré. Vous voyez, l'habitude est une seconde nature, comme on le dit. Les gens se vont toujours vers le lait importé au lieu de consommer le lait local ou d'injecter dans la production, de l'argent dans la production locale pour qu'on puisse produire en quantité et en qualité suffisante pour nourrir la population. Et je crois que sur le plan là, une reconversion des mentalités s'avère vraiment plus que nécessaire. Il faut reconvertir les mentalités, montrer la différence entre les produits importés et les produits locaux. L'avantage qu'on a en produisant nous-mêmes ce que nous consommons et en consommant ce que nous produisons. En d'autres termes, il faut soutenir l'agriculture, celle des paysans, et mettre ces paysans au cœur du débat et des décisions qui les concernent. Ce message, il a été reformulé lors de la journée du paysan. Une manifestation qui a réuni en présence du président de la République plus de 3000 personnes venant de tout le pays. 3000 paysans. Le complexe sportif s'est transformé en un grand temple de la parole du paysan. C'est impressionnant. Organisée par la plateforme paysanne du Niger, cette journée, lancée pour la première fois en 2008, est une occasion pour les représentants d'organisations paysannes de faire part aux chefs de l'État de leurs revendications. Il faut s'organiser pour que l'agriculture, l'élevage soit véritablement une richesse nationale, soit véritablement une source de revenus sécurisés, une source d'emploi pour le monde rural. Et c'est à ça qu'on doit tous s'atteler. Pour les organisations paysannes, le message est de plus en plus insistant. Il faut que l'État soutienne l'agriculture familiale. Il faut dès lors valoriser les productions locales. Il faut encourager les filières. Ici aussi, on est fiers de ce que l'on produit, souvent au prix d'efforts inimaginables. Ces femmes passent ainsi des heures chaque jour pour arroser les plants de niébé, une légumineuse fort appréciée au Niger et qui est aussi exportée. C'est un travail éreintant, surtout quand certains puits sont à sec. Wallahi de hana joni gam diyam wala min gara subaka min gara lasar wallahi min en gadani nyaloma sum do en degom en o degom de diyam wodi do kay min jarnani no na midi min kota. Alors, après tant de travail, ces femmes espèrent que l'on va valoriser leur production. Tous ces produits présentés au président de la République lors de la journée du paysan méritent une attention particulière. La volonté des paysans, c'est que ces produits soient aussi valorisés, pourquoi pas, lors des grandes réunions internationales qui se tiennent à Niamey. La valorisation de nos productions sera la voie de sortie la plus sûre pour un Niger émergent. Il est important que notre artisanat soit celui qui orne nos ministères et institutions. Nos spécialités culinaires soient celles que nous présentons à nos hôtes de marque. L'amour de la production locale soit enseigné dans nos établissements scolaires. La politique de la transformation des produits locaux soit une réalité. Et la labellisation des produits agro-silvopastoraux. Comme par hasard, on trouve les mêmes préoccupations que celles rencontrées par les producteurs au Luxembourg ou en Belgique. Ma conviction réside là. Il faut que l'État aille en direction de la population
aider à commercialiser les produits du paysan, lui donner l'argent frais et exporter ses produits exportables au plus loin pour pouvoir, n'est-ce pas, le vendre plus cher. Lors de la journée du paysan, des représentants d'organisations paysannes du Nord et d'ONG étaient également présents pour soutenir la démarche de la plateforme paysanne, mais également pour redire les mêmes préoccupations. Car au terme de plusieurs séminaires qui se sont tenus au Cameroun, en Pologne et au Luxembourg, et de nombreuses visites sur le terrain, et après de longues séances de travail et d'échanges de vues, ces organisations du Nord et du Sud sont toutes d'accord pour réclamer notamment un financement de l'agriculture paysanne. La principale revendication, c'est partir d'un constat, c'est que la crise alimentaire est liée à la dépendance alimentaire des pays du Sud. Et donc il est important de renforcer l'indépendance alimentaire de ces pays à travers la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que les peuples puissent se nourrir eux-mêmes. Donc c'est ça la revendication. Et ça passe par des règles commerciales qui permettent aux pays africains de se protéger, et ça passe par des financements permettant de soutenir l'agriculture et en particulier d'investir dans le crédit, dans la formation, etc. Les organisations se sont entendues sur la nécessité d'obtenir une plus grande cohérence des politiques, tant au niveau régional que national et européen. Les politiques doivent viser le même objectif. Le document qu'elles ont d'ailleurs rédigé s'intitule « L'appel pour des politiques européennes cohérentes en faveur de la lutte contre la faim et pour des agricultures paysannes et durables dans les pays du Sud ». On sait que si on s'adresse à quelqu'un du ministère de l'Agriculture, il aura une position différente de celle du ministère du Commerce. C'est vrai en France, c'est vrai au niveau européen, mais c'est vrai dans la plupart des pays africains. Donc il est vraiment important, si on a tous le même objectif qui est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, de mettre en cohérence l'ensemble de ces politiques dans cet objectif. Toutes ces préoccupations, les organisations paysannes sont allées les porter bien haut, comme ici au Parlement européen, devant les membres de la Commission Développement. Pour les organisations paysannes, il faut une nouvelle politique agricole commune, une PAC favorable à une agriculture paysanne et durable et assurant un revenu rémunérateur aux paysans. Les organisations souhaitent aussi la suppression des subventions aux exportations. Elles souhaitent rediscuter de la production industrielle d'agrocarburants qui entre en concurrence avec la production destinée à l'alimentation. Mais d'une façon plus globale, le monde paysan, tant au nord qu'au sud, insiste sur l'importance du principe de souveraineté alimentaire. On est parti d'un prétexte très simple. En moins d'une année, on a vu ce que la crise alimentaire nous a amené en termes de péril. Et la manière de résoudre d'une manière systématique cette question n'est rien d'autre que de repartir sur le postulat de départ, de se comprendre que dans ce monde, on y avance si on est souverain sur le plan alimentaire. Ça, c'est un premier terme. La deuxième chose, c'est que nous avons, ça fait 20 ans, fait de telle sorte que les commissions commerciales nous ont tellement préoccupé les questions financières que nous avons relevé au second degré l'agriculture. Ce que nous avons demandé à l'Union européenne, c'est de remettre l'agriculture à sa place. Sa place primordiale, c'est de nourrir le monde entier. Dans les priorités du développement, on devrait revenir sur cet aspect de la question. Sur ça, nous avons donné deux propositions importantes. La première proposition, c'est l'augmentation de l'aide par rapport à l'agriculture, l'amener à 15% au minimum. La deuxième chose, créer des mécanismes au niveau du Parlement européen qui nous permet effectivement de surveiller, d'évaluer, de suivre, d'évaluer ce qui a été dit. En Belgique, au Luxembourg, mais aussi en France, les organisations signataires de cet appel du Luxembourg n'auront pas manqué d'interpeller les décideurs politiques à tout niveau sur l'importance accordée à l'agriculture, sur son financement, sur la nécessité d'instaurer une cohérence entre les différentes politiques, sur l'urgence d'un retour à l'agriculture paysanne, sur l'importance d'orienter l'aide au développement vers l'agriculture. Ça nous confronte avec la question à nous de faire un programme politique, d'écrire ce programme politique. Et c'est au Parlement que les choses doivent se voter. Et la Belgique aussi doit améliorer sa politique en matière de sécurité alimentaire. Les 15 dernières années, nos budgets pour l'agriculture et la sécurité alimentaire ont diminué au lieu d'augmenter, alors que la faim dans le monde a augmenté. Donc il faut absolument changer de cap. Mais cette souveraineté alimentaire tant réclamée est également mise à mal par les accords de partenariat économique. L'Europe suit en cela la volonté de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui veut instaurer partout le libre-échange. Une politique rejetée par de nombreux représentants de la société civile en Afrique, mais aussi en Europe.
Dans les circonstances actuelles de nos économies et de nos pays, si on crée les conditions de ce fameux libre-échange, c'est pour nous étouffer les pays non émergents, pour qu'ils n'émergent plus jamais et qu'ils soient condamnés à être que des pays consommateurs. Des accords toujours en discussion entre l'Union européenne et les 6 grandes zones d'échange comprenant les pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique. Les APE prônent le libre-échange et le libre-commerce. Cela veut dire entre autres que les marchés des pays ACP doivent s'ouvrir aux produits européens. Mais pour les organisations paysannes, il y a péril en la demeure. Leurs représentants sont bien déterminés à se faire entendre. Au Parlement européen, ils ont bien compris le sens des accords de partenariat économique, puisque ce n'est pas la commission du développement qui s'en occupe, mais bien la commission du commerce extérieur. Donc la dimension développement de ces accords a quasiment disparu pour devenir un simple accord de libre-échange, essentiellement au profit des entreprises européennes. Pour un des députés européens de l'opposition, l'analyse est limpide. Avec les APE, on confond développement et commerce. Et cette confusion se fait au détriment des pays du Sud. Dans des pays comme les 78 pays ACP, où pour la plupart d'entre eux, on se trouve en déficit de pouvoir public, en déficit de régulateurs, en déficit de cette puissance publique qui à un moment donné peut juguler les forces du marché, sans, en absence de cette puissance publique-là, imposer les règles du commerce international, c'est entraîner ces pays dans des famines, c'est entraîner ces pays dans des crises économiques bien plus graves que ce qu'ils ont connu et que ce qu'ils connaissent encore aujourd'hui. Donc c'est un véritable cri d'alarme que nous voulons lancer par rapport à ça, et qui est un cri d'alarme sur une politique commerciale internationale, l'OMC, relayée par la Commission européenne de manière très très vive et très très dure, qui risque de mettre ces populations encore plus en danger qu'elles ne le sont maintenant. Or, le drame de créer une telle situation, c'est que même si les gens veulent qu'on fasse libre-échange et qu'eux, ils veulent produire pour transférer chez les autres, mais faudra-t-il encore que les gens aient les capacités de payer? Parce que les gens n'envisagent pas de produire pour donner cadeau aux gens. Ils envisagent de produire pour vendre aux gens. Et donc l'objectif du commerce mondial, ce n'est pas de résoudre les problèmes des consommateurs. Non, c'est de résoudre les problèmes des clients et des opérateurs économiques. Au Niger, l'ambassadeur de l'Union européenne ne tient pas du tout ce discours. Pour lui, les avantages sont indéniables. Les accords de partenariat économique, dans leur composante commerciale, permettent de protéger un pays d'à peu près 20% de ses importations, dans lesquelles on peut inscrire parfaitement les produits agricoles. Pour le Niger, concrètement, ce sont seulement 13% des importations venant de l'Europe qui sont des produits agricoles. Donc, dans la mesure où le Niger et ensuite la sous-région inscrivent ces produits, ces filières dans la liste des produits sensibles, il peut, s'il veut, protéger ces filières contre des importations venant de l'Europe. Ce haut fonctionnaire minimise l'importance des pertes fiscales suite au démantèlement des taxes douanières. De plus, à ses yeux, les APE encouragent la commercialisation et les échanges entre pays. Il y a ainsi un volet qui concerne l'appui à l'intégration régionale. L'Union compte améliorer des axes routiers pour désenclaver la sous-région, ce qui permettrait des échanges commerciaux entre différents pays. Le Niger pourrait ainsi écouler sa production d'oignons au Sénégal, sans subir la concurrence du Nord. Il n'y a pas de stratégie, entre guillemets, agressive de l'Europe d'un côté, et deuxièmement, qu'on est parfaitement volontaire à accompagner ce processus au bien des pays concernés. Donc je crois aujourd'hui nous sommes dans une situation où la discussion est beaucoup plus sereine. Je crois que les choses s'éclaircissent davantage. Les pays ont vu l'intérêt. Mais évidemment c'est une discussion entre partenaires et puis il faut discuter, négocier jusqu'à un accord. Et c'est ça le mot clé. Un accord est trouvé et les deux parties se trouvent sur la même longueur d'onde avec un compromis en ce qui concerne leurs attentes mutuelles. C'est ça un accord. Tout semble couler de source. Pourtant, le président de la République du Niger refuse de signer les APE. On l'a dit et répété, nous ne sommes pas prêts à signer, n'est-ce pas, cet accord.
Non, il faut nous laisser libres d'aller, n'est-ce pas, nous servir où on veut. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains, laissez-nous respirer s'il vous plaît et puis pouvoir au moins aller acheter ce qu'on veut où on veut. L'offre et la demande. La loi du marché commande. Il ne faut pas qu'on nous ramène encore à des situations des années 50, s'il vous plaît. C'est dépassé ça. Maintenant, celui qui veut signer, il n'a qu'à le signer, il est libre. Chacun est libre, n'est-ce pas? Mais au Niger, nous voulons cette liberté d'aller, n'est-ce pas, faire des coopérations avec d'autres pays. Visiblement, les discussions seront encore longues, car on l'a à maintes reprises entendu, les organisations paysannes repoussent les accords de partenariat économique tant que les marchés locaux et nationaux ne seront pas consolidés. C'est leur message adressé au nord et au sud. Il faut une coalition ensemble pour défendre nos intérêts, pouvoir vivre réellement, être souverain de notre alimentation, être souverain de nos actions. Parce que si on n'a même pas le droit de se nourrir à partir de ce que nous produisons, si on ne peut pas vendre ce que nous produisons pour pouvoir se prendre en charge, donc on n'est pas souverain. Et pourtant, pour chacun dans le monde, chaque acteur, chaque population a ce droit. Il faut qu'on nous donne au moins ce droit de producteur de pouvoir vivre de notre production. Oh, Kogonda Mama. Motogo Kogon Baba, Walla Josie John Wello. Jou Kogon Yobi Nogola. Josie John Pagungo, Vusiu Katinyan Peta Bajum Tung. Yeah. Jou Kogon Yobi Nogola. Yama. Josie John Pagungo, Vusiu Katinyan Peta Bajum Tung. Yeah. 923 millions de personnes souffrent de faim dans le monde. Et pourtant, comme le redit le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, l'agriculture est capable de nourrir 12 milliards de personnes, près de 2 fois la population actuelle de la planète. Le problème est qu'il y a des inégalités de pouvoir d'achat considérables entre les plus pauvres sur la planète et les populations des pays industrialisés, pour dire les choses sommairement, et que les petits producteurs sont pris dans un système où ils n'arrivent pas à percevoir une rémunération suffisante pour leur travail. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays en développement, cultiver les champs n'est pas suffisamment rentable et les personnes sont encouragées à quitter la campagne pour aller travailler en ville. Beaucoup d'hommes du reste le font et laissent la femme travailler le champ. Et on a au fond ruiné la petite paysannerie dans les pays en développement à travers un système commercial inéquitable et un système de marchandisation de la nourriture qui ne leur a pas bénéficié. Tout l'enjeu est là, et c'est le prochain défi politique de ces années à venir. C'est un défi majeur pour lequel aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur.